Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Et nous allons vivre aujourd'hui un moment, je veux dire, de grâce et de plénitude. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce que la personne que vous allez voir dans quelques instants s'appelle Karen Northchild. J'ai rencontré devant les studios de Nostalgie Énergie Chérie, et lorsque son attachée de presse, Valérie, m'a donné son livre, qui s'appelle Dans le souffle de la bombe, j'ai été admiratif et abasourdi quand elle m'a raconté son histoire. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous la présenter aujourd'hui, et qu'elle soit là, ici, chez nous, pour pouvoir parler de son livre, parler de son histoire, parler de son passé, de son présent et de son futur. Karen, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être là. C'est vraiment un vrai plaisir de te voir. Et comme je le disais, la rencontre, le premier moment où on te voit, on ne se doute pas de ce qui t'est arrivé. Et tu peux peut-être expliquer pour ceux ou celles qui ne te connaîtraient pas ce qui t'est arrivé. Nous sommes le 22 mars 2016 et tu es à Zaventem, à l'aéroport de Bruxelles. Voilà. Donc, je suis à l'aéroport de Zaventem à peu près à 8h moins quart pour prendre un vol à destination les États-Unis pour rendre visite à ma grand-mère pour une semaine de Pâques. Et ne sachant pas évidemment de ce qui allait m'arriver, je suis tout en compte et je me projette déjà à destination ensoleillée, à profiter d'une semaine de vacances auprès de ma grand-mère et une partie de ma famille. Et je suis dans cette file d'enregistrement des bagages à Delta Airlines. Et à peine arrivée dans cette file, j'ai un moment d'hésitation. Et je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je patiente, je fais la file comme tout le monde ? Ou bien est-ce que je vais aller à la toilette, prendre un café, puis revenir une demi-heure plus tard ? Et dans la fraction de seconde qui a suivi cette pensée, je suis projetée dans les airs, littéralement, par une souffle violente et ahurissante qui m'emporte dans les airs, et je suis d'une seconde à l'autre, en fait, en mode de survie. Et sans sachant ce qui m'arrivait, je suis littéralement soufflée par la première bombe des attentats de Bruxelles ce 22 mars 2016. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Les deux, la sensation et puis le mental. C'était d'une part une incompréhension de ce qui se passait, parce qu'on n'était pas sur une zone de guerre, quelque part. J'avais compris qu'il s'agissait d'une explosion, d'un attentat, parce que ce n'est pas simplement un problème technique, ou c'était bien plus que ça. Mais je suis directement, en fait, en survie, et je me dis, là j'ai un moment où je prie Dieu, je dis Dieu, s'il te plaît, sauve-moi. Tu es croyante ? Alors moi je suis croyante à la base, oui, je suis croyante, je suis plus spirituelle que croyante. Et à ce moment-là, c'est un appel à Dieu, parce qu'il n'y avait qu'à ce moment-là Dieu qui pouvait me sortir de ces dégâts, de cette destruction. Cette force, en fait, au-delà de toi, et c'est ça qui est marquant aussi chez toi, c'est que j'ai l'impression que cette force, elle est en toi. Tu parlais de la différence entre spirituel et Dieu. C'est quoi la différence pour toi ? Pour moi, en fait, Dieu est quelque chose... c'est comme un modèle auquel on s'inspire. Dans différentes religions, voilà, il y a une référence, un point de référence. Et dans la religion chrétienne, c'est Dieu. Mais quelque part, en fait, il reste intangible. On ne sait pas le sentir, on ne sait pas le voir, on ne sait pas le toucher. Et avec ce qui m'est arrivé jusque-là, donc j'étais croyante et je priais Dieu. Mais après ce qui m'était arrivé, j'avais compris qu'il fallait un changement de perception de ce qui m'était arrivé, un changement de perception aussi du monde. Et j'avais compris qu'en fait, je ne pouvais plus prier Dieu
et être en attente d'une réponse de Dieu. Et j'explique ça très bien dans mon livre, notamment dans le chapitre Yahweh, Dieu. Et je dis, Dieu, quelque part, grâce à toi, tu m'as sauvé de cette destruction, mais je ne pouvais pas non plus juste être en attente vis-à-vis d'une réponse, parce que l'attente a duré 3 ans et demi d'hôpital. Tu as fait 3 ans et demi d'hôpital. 3 ans et demi d'hôpital, oui. Où il y avait très peu de changements et j'avais compris à un moment donné qu'en fait, il fallait que je devienne moi-même actrice et que je cherche moi-même des réponses. Et c'est là où je reviens à ta question, c'est là où je suis devenue plus spirituelle. Parce que la spiritualité, c'est quelque part se reconnaître le Dieu qui est en nous, c'est reconnaître le petit Bouddha qui est en nous et justement devenir acteur ou actrice de notre destin. Tu vois ? C'est vraiment être dans l'action et non plus dans la réaction. Tout à fait. À la fois la réflexion, oui, la réflexion qui reste au stade, on va dire, des pensées, mais l'action, c'est le stade supérieur, c'est pour accélérer un résultat attendu. Alors, donc tu es là, tu es couché, cloué sur le sol. Qu'est-ce qui fait que tu parviens à ne pas mourir? Au-delà de la foi et de cet appel que tu lances, qu'est-ce qui fait que tu ne meurs pas? C'est l'instinct de survie. On a tous en nous l'instinct de survie. Il y a certaines personnes qui vont prendre la fuite, ce qui était le cas pour la plupart des victimes. Hein. Donc ils sont vite tracés la porte de secours. C'est d'autres personnes qui vont rester figées. Et d'autres personnes qui ne vont pas pouvoir s'en sortir. Et moi, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, en moi, il y a une force de vie. J'ai un élan de vie en moi, en fait. Déjà avant les attentats, je suis quelqu'un, en fait, qui en veut à la vie. Voilà, je suis une battante, moi. Je suis une athlète dans l'âme. Oui, tu peux peut-être raconter, voilà. Quand tu dis que tu es une athlète, c'est-à-dire... Voilà, tout à fait. Donc, voilà, je suis née, littéralement, avec le sport dans mon ADN. Le sport coule dans mon sang. Et depuis que je suis toute petite, depuis que je sais marcher, je fais du sport, de tous les sports à haut niveau. J'ai fait une carrière en natation. Et puis après, je me suis lancée professionnellement parlant dans le coaching, donc dans le sport. Et pour moi, il n'y a rien de plus intéressant ou important, en tout cas. C'est ma valeur première, c'est vraiment le mouvement physique, c'est l'activité physique, c'est de soigner sa santé physique, mais aussi sa santé mentale. Et donc tu es très sportive, donc dans ton adolescence, je pense que tu as été championne de natation. Le fait de façonner son corps, donc on a parlé de la foi, mais aussi la force physique que ton corps possède t'a aidé à en sortir. Alors non seulement au moment même, parce que si je me souviens bien, un moment où tu te traînes aussi pour pouvoir aller vers les secouristes qui ne viennent pas à toi, c'est correct ça? Tout à fait. Donc en fait j'ai eu la force, une force pour moi qui était surhumaine sur le moment parce que j'étais littéralement soufflée par la bombe et j'étais... D'un instant à l'autre, j'étais en train littéralement de mourir, vraiment. Donc j'étais asphyxiée, je perdais conscience et puis je m'accrochais. Et j'ai vu derrière moi un chariot à bagages, en fait. Et ne me demande pas comment, si ce n'est qu'une force surhumaine, mais j'ai eu encore la force en moi de pouvoir grimper, malgré les dégâts qui étaient déjà fatals, grimper sur ce chariot en attendant que les secours arrivent. Et à ce moment-là, j'ai attendu à peu près une dizaine de minutes dans cet état-là où je perdais conscience, je revenais et puis je m'agrippais à ce chariot qui était mon soutien de vie, quoi. Et puis un secouriste qui arrive, qui me voit et j'ai de la chance qu'il m'emporte dehors sur le trottoir. Après, voilà, ça a duré encore presque 2 heures avant que les ambulanciers n'arrivent. À nouveau, je perdais conscience, je revenais et là, j'en parle plus en détail dans mon livre. Mais il y a eu vraiment cette force en moi qui fait que je me suis accrochée à la vie. Et il y a une phrase, il y a un slogan de quelqu'un que j'aime beaucoup, et c'est Bob Marley qui dit que finalement, on ne connaît sa force réelle que lorsqu'on a que ça.
Et je pense que moi, mon parcours, en tout cas dès les premiers instants, c'était ça. On se rend compte de sa force réelle, la force de vie, l'élan de vie, quand lorsqu'on est vraiment confronté à une situation, finalement, de vie ou de mort. Alors non seulement au moment même, tu parviens à avoir cette force que tu dis surhumaine, mais on pourrait peut-être dire intra-humaine, parce qu'elle est au fond de toi aussi. Et puis il y a toute cette période d'hôpital où tu dis 3 ans, combien d'opérations ? J'ai dépassé aujourd'hui les 60 opérations. 60 opérations. Et aujourd'hui, après 60 opérations, est-ce que tu dois encore en subir d'autres ? Est-ce qu'il y en a encore qui viennent ? Alors là, je suis dans la phase de reconstruction, donc parallèle à la kiné hebdomadaire. J'ai la reconstruction qui se fait à plusieurs niveaux chez moi. Hein, donc, comme tu l'as évoqué, la plupart, à part la jambe, la plupart des blessures de guerre sont invisibles. Mais pour moi, ça démarre de la tête, hein, donc des acouphènes que j'entends en résonance constante, la perte auditive, donc je suis sourde à gauche, malentendant à droite. Et donc là, ça demande une reconstruction tympanique. Ensuite, j'ai la perte de certains organes, j'ai la jambe qui s'est explosée, donc voilà, à différents niveaux, hein, donc orthopédique, plastique, gastro, il y a une reconstruction à faire, mais dans le temps, parce que tellement que j'ai déjà subi, surtout dans les premières phases, hein, donc dans les premières semaines, c'était quartier opératoire quasiment tous les jours, voire un jour sur 2, il faut laisser le temps un peu le corps de respirer, quoi. Voilà. Waouh, c'est impressionnant quand même. Et alors, c'est ce que je te disais en arrivant, et c'est quand je t'ai rencontré, tu rayonnes. Il n'apparaît pas que tu as subi dans ton corps 60 opérations. Comment fais-tu ? Qu'est-ce qui te booste ? Qu'est-ce qui te guide ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te fait aller de l'avant ? C'est le choix, le changement de regard et l'attitude que je décide d'adopter aujourd'hui. Donc, j'ai quitté ce statut de victime. Donc, je refuse de me voir comme une victime parce qu'il y a une connotation péjorative à ce statut qui est négative. Mais je préfère me voir et me comporter en tant qu'une battante, en tant qu'une personne optimiste avec un regard positif sur la vie, malgré ce qui m'est arrivé et malgré ce que je dois subir encore au quotidien, dans le présent et dans le futur, notamment avec ces opérations qui m'attendent. Et j'ai décidé en fait d'adopter ce regard et cette attitude, et c'est ça que je préfère, moi, encore une fois c'est un choix, je préfère projeter dans le monde parce que c'est beaucoup plus constructif pour moi que pour les personnes qui m'entourent. Et déjà subir 3 ans à l'hôpital, et c'est encore récent, hein, j'ai encore eu une hospitalisation au mois de janvier, en soi c'est énorme. Et j'ai toutes les raisons au monde aujourd'hui pour aller mal, mais j'ai décidé que je ne voulais pas. Voilà. Donc, tu n'en as pas marre à certains moments. J'ai compris que avec ce qui m'est arrivé, j'ai accepté en fait un changement de perception de la vie. Donc à la base, je suis quelqu'un. Donc là, j'ai parlé de l'optimisme, hein, le regard positif. Je suis contrairement à ce que les gens peuvent penser. Et malgré mon côté compétitif, mon côté battant, je suis quelqu'un à la base de pessimiste en fait. Je suis à tendance pessimiste. Mais j'ai pu prendre de la hauteur par rapport à ces attentats, j'ai pu prendre un peu de recul par rapport à ces attentats et changer de regard sur le monde et devenir quelqu'un de plus optimiste et me dire que finalement, la situation aujourd'hui, pour moi, c'est moi qui l'ai créée. Et c'est la meilleure des situations possibles. D'accord ? Donc évidemment, ça pourrait être pire. Il y a encore 6 mois, 1 an, j'étais encore en dépression très grave, pour laquelle j'ai dû me faire hospitaliser. Et je me dis, mais finalement, nous sommes, si nous le voulons, si nous voulons ouvrir les yeux sur le monde, nous sommes confrontés à tous les moments à des options. À tous les moments, nous avons au moins 2 possibilités. Et j'aime beaucoup parler de prendre le métaphore de la pièce de monnaie qui a 2 faces, pile ou face. À tout moment, nous pouvons choisir d'aller à droite ou à gauche. Et pour arriver à ce regard-là sur le monde, ça demande en fait une ouverture des yeux, une ouverture d'esprit.
Et je me dis que face à toute situation, par rapport à toute personne également, nous pouvons choisir un regard positif ou un regard négatif. En fait, quelles que soient les circonstances de la vie, 100% de ce que nous vivons dépend de nous. Comme tu le dis, le choix, on l'a toujours, même si c'est compliqué. Et Dieu sait que ça a été compliqué. Pourquoi ? Pour toi. Tu es en colère parfois ? Tu l'as été en colère ? Tu l'es encore en colère parfois ? Alors la colère pour moi est une émotion, un sentiment tout à fait légitime, hein, et tout à fait humain. Hein. Et donc si par moment je sens que j'ai une émotion, un sentiment qui m'est désagréable, je ne prête plus attention à ça. Parce que oui, j'étais longtemps en colère. J'étais longtemps dans l'incompréhension, dans la frustration de ne pas comprendre comment un tel acte aurait pu se produire. Comment un être humain vouloir autant de mal à un autre être humain, c'est pas du tout dans ma philosophie de pensée, c'est pas dans mon mode de fonctionnement. Donc déjà ça, j'ai du mal à comprendre. Mais la colère, c'est une émotion qui se cultive. Au plus qu'on cultive la colère, au plus qu'on est en colère, et ça devient en fait une boule de neige. Et c'est pas positif justement. Ça crée, ça provoque, par exemple, la dépression. Et je ne voulais plus connaître la dépression. Je ne voulais plus connaître ces sentiments de ce fardeau qui me pesait jour après jour à l'hôpital et encore après. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui, et c'est un travail que je fais sur moi-même au quotidien, où je me dis, si j'ai encore des moments où je suis en colère par rapport à une situation, j'essaye déjà de comprendre la cause, mais de ne pas le nourrir. Tu vois ? Et aujourd'hui, j'arrive à tourner le regard et à passer à autre chose, tout simplement. Je suis, comme je l'ai déjà dit, je suis très admiratif de ce que tu vis et de ce que tu racontes. Merci pour ça. Je vais utiliser quelques mots, émotions, et tu vas me dire ce à quoi ça te fait penser. On vient de parler de la colère. La peur. As-tu encore peur ? Alors, la peur, je dirais que la peur... par exemple, à ce qu'un nouveau attentat se produise, ou c'est une réalité, ça peut arriver. Et pendant longtemps, je vivais dans la peur. Pour donner un exemple, quand j'étais à l'hôpital, les premiers mois, j'étais hantée sans cesse par les terroristes, par l'idée que les terroristes reviennent me chercher à l'hôpital, dans mon lit d'hôpital, pour produire à nouveau un tel acte. Et c'était devenu une obsession, mais une obsession négative dans ma tête. Et ça souligne la peur qu'a créé cet acte de terrorisme. Et à la base, les terroristes, ils cherchent quoi ? C'est pas me faire mourir, c'est pas tuer, c'est provoquer la souffrance et la peur chez les gens. C'est ça qu'ils veulent. Parce qu'il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont eu peur par rapport aux attentats que des décès finalement. Oui. Tu vois ? Pendant longtemps, donc, j'étais hantée par cette peur, je la vivais au quotidien, mais j'ai compris qu'en fait, un acte peut se produire à nouveau, un accident de route peut se produire également, tout comme des symptômes d'une maladie ou autre. Et j'ai décidé que, encore une fois, comme la colère, de ne plus vivre avec cette notion de peur. Si ça arrive, ça arrivera. Ok. C'est une acceptation, en fait, de ce qui est. Tout à fait. Tristesse ? Alors, la tristesse, pareil, comme la colère, comme la peur, j'étais submergée de tristesse. La tristesse par rapport à ce qui m'était arrivé, mais la tristesse par rapport à la jeune femme que j'étais devenue. Parce que j'ai fait un long cheminement jusqu'à mes 30 ans, et j'en parle également dans mon livre où je cherchais à être alignée avec moi-même, sur tous les niveaux, au niveau professionnel, et je venais à peine de faire un changement de carrière, où j'étais devenue indépendante, à temps plein, et alors 3 mois plus tard, bam, il y a l'explosion qui se produit. Et donc j'étais triste par rapport à cette belle jeune femme que j'étais devenue, avec des belles perspectives de carrière, de nouvelles perspectives de carrière.
Et puis là, je suis face à une autre réalité. Et aujourd'hui, il y a encore des moments de tristesse. Et aujourd'hui, par moments, encore une fois, il y a des moments de tristesse où je regarde en arrière avec un regard un peu nostalgique en me disant, le chemin ou la vie que j'aurais dû avoir ou que j'aurais souhaité avoir à 30 ans n'y est plus. Voilà, il y a eu un arrêt brutal et forcé. Et aujourd'hui, au lieu encore une fois, de cueillir et de mettre de l'attention sur ces émotions-là, la tristesse, la colère, etc., je décide en fait de le transformer en une vecteur, en une puissance, en une autre énergie. Mm-hmm. Donc je m'inspire de cette tristesse, de la colère pour me dire, ok, je vais, au lieu de me laisser submerger par ça, je vais encore une fois tourner le regard, je vais penser à autre chose, je vais regarder un autre chemin, un chemin qui est plus positif. Amour ? Alors, l'amour aujourd'hui chez moi est devenu inconditionnel envers tout et tout le monde. Parce que je n'ai plus le temps à perdre après tout ça, après 5 ans, après tout ce que j'ai perdu. Je n'ai plus le temps aujourd'hui je n'ai plus la tête à prendre pour des conflits, pour des histoires de... Voilà. Et donc, moi, ce que je veux donner aux gens, c'est vraiment... je suis dans l'amour, en fait. Je suis dans le partage, l'échange. Et au plus que je cultive cet amour, au plus qu'en fait, il y a aussi un retour. Mmh. Mmh. Tu as été coach physique, prof de yoga, coach physique. Tu étais très utile aux gens dans le matériel, dans le physique. Ici, quand je t'entends, tu es en train de devenir coach émotionnel. Tu es en train de transmettre des choses, non plus par le physique, mais par les mots et l'attitude et l'histoire et ce que tu en as fait. Le mot joie, il y a d'ailleurs dans ton livre une page, très bien, ce livre est très très bien mis en image. On en reparlera tout à l'heure. La manière de mettre en valeur les mots, etc. Et il y a une page, c'est d'ailleurs la première page sur laquelle je suis tombé lorsque j'ai ouvert au hasard ton livre. Sur la page de gauche, il est noté « Je nage dans la joie ». Tu peux expliquer ça? Et donc le mot joie, qu'est-ce que ça appelle aussi chez toi? Tout à fait. Donc pour moi, la vie, dorénavant, je me réveille tous les matins et je me dis, la vie est un cadeau. Je me dis, la vie, tous les jours, pour moi, c'est un bon jour, en fait. Et je suis aujourd'hui, littéralement et figurativement, je nage dans la joie. Quand je fais mes séances de revalidation dans l'eau, déjà, c'est parce que ça m'apporte tellement de bien. Parce que, voilà, en tant qu'une nageuse et une athlète, je me retrouve dans l'eau. Et puis, pour ma revalidation, je suis en train de soigner ma santé et d'essayer de retrouver aussi ma force physique. Hein. Mais aussi, en dehors de l'eau, je vois la vie comme un cadeau. Et je suis dans une joie que parfois, je n'arrive même pas à exprimer. Et avant les attentats, j'avais, je pense comme tout le monde, j'avais des bons jours, des moins bons jours, etc. Et aujourd'hui, en fait, tout simplement, je m'inspire de tout le monde, de chaque situation, et ça m'apporte tellement de joie, et tellement de bonheur, et tellement de choses positives, quoi. Tu parlais de Bob Marley tout à l'heure, dans la musique. Donc, tu es sourde d'un côté, malentendante de l'autre. Tu perçois encore la musique, tu perçois encore les notes, tu perçois encore les mots. Tu parlais de Bob Marley, il y a un autre chanteur ou un groupe qui est très important pour toi, c'est? Pour moi, c'est Freddie Mercury. Ouais. Il n'y a rien à faire. Et là, j'ai la banane parce que il y a quelque chose de magique, en fait. Déjà, mon histoire, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de mystérieux. Et Freddie Mercury, c'est quelqu'un que j'ai découvert pendant mon adolescence. Et il y a quelque chose qui s'était produit comme un effet qu'on éprouve pendant un concert. Je ne sais pas t'expliquer ça, c'est quelque chose vraiment de magique. Et à chaque fois que j'écoute Freddie, ça se reproduit à nouveau. C'est comme une magie qui se produit, c'est comme un mini-concert, quoi. C'est une joie d'explosion, ou une explosion de joie. Et pendant, effectivement, il y a des fréquences que j'ai perdues aujourd'hui, que je ne suis pas en mesure d'écouter, mais des sons
qui me sont familiers, parce que je connais cette musique d'avant les attentats, j'arrive à m'identifier déjà à la musique, mais aussi m'identifier à ses paroles. Il y a une parole, il y a une phrase notamment qui me parle en particulier, et on le retrouve dans le chapitre sur Freddie Mercury, c'est dans la chanson We Are the Champions, où il dit très justement, il dit « J'ai payé ma dette, mais je n'ai commis aucun crime ». Et pour moi, si on veut résumer ce qui m'est arrivé, ça se résume à ça, ces deux phrases-là. J'ai l'impression, avec ce qui m'est arrivé, avec ce que j'ai subi, littéralement, que j'ai payé une dette de l'humanité, mais je n'ai commis aucun crime. Et c'est tellement puissant. Quand on arrive à harmonier les paroles avec la musique, ça devient encore plus, festif. On dit souvent, il y a beaucoup de documents et de livres qui sortent aujourd'hui sur la musique, sur la force du son, et que le son guérit. Ce que j'entends chez toi, c'est que Freddie Mercury, le son, la chanson, les musiques, ont participé à ta guérison et à ta force aujourd'hui. Il dit d'ailleurs, et c'est ce que tu dis aussi, je ne méritais pas cette dette qui ne m'appartenait pas puisque je n'avais commis aucun crime. Aujourd'hui, est-ce que tu en veux à tes bourreaux? Qu'est-ce que tu fais si tu les as en face de toi? Tu parles des terroristes, c'est ça. Eh bien justement, il n'y a pas de chapitre T comme terroriste ou T comme terrorisme, et c'est fait exprès parce que les terroristes ne méritent pas leur place dans mon livre. Ils sont la cause de cette destruction. Ils sont la cause de ce jour du 22 mars qui a radicalement bouleversé ma vie, mais aussi la vie de centaines et de milliers de personnes. Et je ne trouve pas quelconque source d'inspiration dans ce qu'ils ont fait, ni dans ce qu'ils dégagent comme personne. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui je suis capable de pardonner malgré tous les efforts que je fais au quotidien? Je n'arrive pas à comprendre comment on peut commettre un tel acte. Et donc aujourd'hui, je suis arrivée à la conclusion que je ne sais pas les pardonner. Mais à côté de ça, je ne souhaite pas à personne, y compris les terroristes, que ça leur arrive ce qui m'est arrivé. Tu vois? Est-ce qu'aujourd'hui tu acceptes ce qui t'est arrivé? Avec beaucoup de mal, oui. Je suis arrivée à comprendre que le début de la guérison, de toute guérison quelconque, c'est l'acceptation. Donc il faut accepter ce qui nous est arrivé, ce qui nous arrive dans la vie, pour pouvoir guérir, pour pouvoir rebondir. Parce que sans l'acceptation, c'est un nouveau point de départ en fait, sans l'acceptation, on ne sait pas faire un nouveau cheminement. On ne sait pas vivre, on ne sait plus profiter de la vie. Justement, aujourd'hui, demain, qu'espères-tu de la vie? De quoi rêves-tu? J'ai beaucoup de projets, donc ça ne m'a pas quitté. Je suis quelqu'un à la base qui a beaucoup de projets, qui aime faire je suis plus carriériste, moi, en tant que personne. Je veux que la vie m'apporte beaucoup d'enseignements et beaucoup de réflexions par rapport à ce qui m'est arrivé pour pouvoir partager avec les autres, pour pouvoir, à mon tour, pouvoir enseigner, avoir inspiré les gens. Et c'était la raison pour laquelle j'ai publié ce livre. C'est pour pouvoir, de un, témoigner ce qui m'était arrivé, et puis de deux, donner un message d'espoir et de résilience aux gens, parce qu'on est tous confrontés dans notre vie, tôt ou tard, à des malheurs, on va dire.
Et on est là aussi sur Terre pour s'entraider, pour s'inspirer les uns des autres. Tu parlais de résilience. C'est quoi la résilience pour toi? Alors la résilience, c'est comme on trouve dans la littérature, c'est la capacité de rebondir face à une épreuve, face à un trauma, un événement traumatique dans la vie. Mais bien plus que ça, pour moi, la résilience, c'est trouver la force de vouloir continuer malgré tout, d'encore se lever jour après jour et se dire « Ok, il y a quelque chose dans la vie, il y a une raison pour laquelle je suis là encore aujourd'hui. Il y a une raison de mon existence et que je suis à la recherche de ce nouveau sens, du sens de la vie. » Pour moi, ça, c'est plus la notion, en tout cas le regard que je donne, la définition de la résilience, c'est de se dire, OK, dans la vie, tu vas tomber peut-être 7 fois, mais tu vas encore trouver le courage de te relever une 8e fois. C'est ce que tu dirais aux victimes d'attentats, d'accidents. C'est le message que tu délivres. C'est on peut se relever une 8e fois. Oui, tout à fait. Mais il faut savoir déjà que mon livre est dédicacé pour les victimes des attentats. Donc en fait, à la page d'ouverture, je dis voilà, c'est à toutes les victimes des attentats du 22 mars 2016. Parce que de un, il n'y a personne qui mérite ça. Il n'y a personne au monde qui mérite d'être victime d'un attentat. Mais toutes les victimes ne trouvent pas les mots pour mettre par écrit leur vécu. Et ça demande vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'introspection et d'acceptation. Mais j'ai voulu justement que par mon histoire, j'ai voulu pouvoir offrir ça pour d'autres victimes notamment. Déjà pour tout un chacun, mais pour les autres victimes, pour qu'ils puissent s'en inspirer dans leur propre cheminement. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, et reprenons ce mot victime, tu ne te considères pas comme une victime. On a parlé de toi aussi, de miraculé. Toi, comme tu le disais tout à l'heure, tu préfères le mot battante. Donc, est-ce que c'est ce que tu, proposes aux gens, c'est de transformer aussi les mots et ne pas se considérer comme étant victime? Alors, encore une fois, c'est tout à fait normal et légitime de se sentir comme une victime. Déjà, on est labellisé par le gouvernement comme des victimes des attentats. Donc, on est dorénavant, on est victime. Donc, on a le statut de victime. C'est presque même inclus sur notre carte d'identité, victime. Mais moi, mon combat ne s'arrête pas simplement à un statut de victime. Mon combat ne s'arrête pas simplement à une miraculée ou une rescapée. Parce que le lendemain du 22 mars, j'étais à l'hôpital. 6 mois après, j'étais encore à l'hôpital. 1 an après, j'étais encore à l'hôpital. Et une miraculée s'en sort beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite vis-à-vis d'un événement. Tu vois? Et donc pour moi, les mots sont tout à fait justes. Parce que oui, j'étais une miraculée. Le fait que voilà, je devais mourir littéralement sous le souffle de la bombe, mais miraculeusement, je m'en suis sortie. Je me suis accrochée à la vie. Donc évidemment, je suis une victime, une miraculée. Mais pour moi, mon combat ne s'arrête pas à ça. Et c'est vraiment une battante, une combattante, la battante qui est en moi, qui fait que j'ai pu mener jour après jour, combat après combat, ce long combat qui fait de moi aujourd'hui une battante. Tu es toujours dans le combat aujourd'hui? Alors, est-ce que je suis toujours dans le combat aujourd'hui? Je ne pense pas que je suis dans le combat. En tout cas, je ne le vois plus comme ça. Même si, voilà, il y a encore des retours fréquemment à l'hôpital avec des hospitalisations encore prévues. Mais devoir lutter au quotidien, c'est pas positif. C'est pas très positif. Et donc, je décide que malgré, oui, les obstacles administratifs avec le gouvernement ou autres, malgré les mésaccords ou désaccords avec les médecins, je décide de ne plus voir ça comme un combat, mais vraiment comme, en fait, ça va peut-être te surprendre, mais comme une opportunité, voire une occasion, voire même une chance d'obtenir ce que je veux, d'obtenir ce que j'estime être bien pour moi.
Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « Tout obstacle est une opportunité ». C'est le principe aussi, je pense, qui colle beaucoup à celui ou celle qui est optimiste. Face à un problème, imaginer une solution et tout mettre en place pour la réaliser. Il faut du réalisme, un problème, trouver une solution, il faut de la volonté, et tout mettre en place pour la réaliser, il faut du courage. Réalisme, volonté, courage, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je trouve que tu es un extraordinaire modèle d'optimisme. Tu parlais de l'État, t'aide-t-il aujourd'hui financièrement parlant? Comment ça s'est passé, ça? Alors, au niveau de la reconnaissance de l'État, donc ils étaient très très lents à répondre aux besoins des victimes, à nous octroyer un statut. Il a fallu attendre plus de 2 ans, je pense, avant de pouvoir obtenir un statut quelconque. Mais aujourd'hui, les victimes sont régularisées. Je dis régularisées entre guillemets parce que chaque année on est réévalué. Donc on est convoqué par leur système médical et on est évalué sur le plan médical et psychologique. Mais dans leur système, malheureusement, il y a des failles et on n'est pas reconnu pour l'entièreté de nos dégâts. Donc si on prend une polytraumatisée comme moi, je suis plafonnée à 100%. Or que si on additionne tous les dégâts de guerre, on est peut-être à 1000%. Tu vois ? Donc, dans ce système-là, c'est déjà très bien qu'il y ait un système en place et que maintenant, aujourd'hui, il y a de l'aide, en tout cas un minimum d'aide, mais ça reste, ça reste incomplet ou insatisfactoire, si ça se dit, par rapport aux victimes. Parce qu'encore une fois, je suis une polytraumatisée, je n'ai pas un trauma, j'en ai plusieurs. Oui. Tu parlais de guerre, ton papa est un militaire américain. Tu es américaine, où es-tu née? D'origine, oui. Donc, moi, je suis née dans l'État d'Illinois, c'est l'État d'Obama, pour ceux qui s'y connaissent. Et j'ai les 2 parents qui sont d'origine américaine également, mais mon papa a fait l'armée américaine et il a été envoyé en mission quand moi j'avais l'âge de 9 ans. Ce qui fait que j'ai grandi en Belgique, j'ai été scolarisée en Belgique, j'ai fait mes études universitaires à Bruxelles, à l'ULB notamment. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un peu la double casquette, donc j'ai les 2 nationalités en moi. Il y a une chose que ton papa t'a dit, et s'est excusé auprès de toi. Tu peux raconter le partage que vous avez eu au sujet de du fait que toi, tu aies subi cette guerre, justement? Donc un jour, il était venu me voir à l'hôpital. Donc à tour de rôle, la famille venait me voir pour s'assurer que j'avais une présence. Et mon papa, c'est quelqu'un, il faut comprendre que mon papa, c'est quelqu'un de très froid, qui ne montre pas ses sentiments, son amour avant ses enfants, et ça s'explique déjà par son éducation et puis par sa carrière de militaire. Il est venu auprès de moi à l'hôpital, dans l'état dans lequel j'étais, dans ce lit d'hôpital, branché des machines, en état de souffrance, littéralement. Et il me dit, Karen, ma fille, je suis tellement désolée pour ce qui t'est arrivé, parce que j'aurais préféré que ça m'arrive à moi. Et les rares fois où mon père, depuis que je le connais, s'est ouvert comme ça envers moi, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Et il faut savoir que je suis héréditaire du non-attachment de mon papa, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne montre pas mes sentiments, je ne vais pas pleurer facilement, mais les rares fois où il venait auprès de moi et essayait de me défendre auprès des médecins pour obtenir une solution, un nouveau traitement, des médicaments, j'étais prise d'empathie vis-à-vis de mon papa. Quand tu parles, quand tu t'exprimes, souvent, tu serres les poings. C'est cette notion de bagarreuse
Tu es une bagarreuse de vie. Et dans ton évolution aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire? C'est quoi qui te permet aussi de te donner de l'espoir, de voir plus loin, d'avoir ces projets que tu as? Qu'est-ce qui t'inspire? Quelqu'un, quelque chose? C'est... disons que le coach qui est en moi, donc j'ai toujours senti, j'étais toujours attirée par le sport, par le coaching, j'étais éblouie par les profs de fitness que je voyais dans les salles de sport et en fait aujourd'hui je suis quelqu'un qui est toujours une coach et c'est plus fort que moi. C'est vraiment plus fort que moi dans le sens où je vais voir quelqu'un, je vais naturellement lui donner des conseils, tu vois, des conseils bienveillants. Et je pense que pour moi, je suis arrivée à comprendre ou à accepter que la vie est un chemin d'enseignement et que ma vie sur cette terre n'est pas finie et que j'ai encore ma place en tant que coach. Plus peut-être en tant que coach de fitness, parce que physiquement, je ne suis plus en mesure de bouger devant mon public. Mais peut-être une coach pour inspirer les gens, je pense. Et c'est ça que la vie m'appelle à elle, parce que j'ai encore d'une part à apprendre de la vie par ses multiples enseignements, mais aussi j'ai aussi à donner, à enseigner aux autres. C'est une des raisons pour lesquelles tu es encore là? C'est la raison pour laquelle tu es encore là, sur Terre? Je pense que je suis arrivée en tout cas à une conception plus aujourd'hui spirituelle et métaphysique de ma survie. Qui fait que j'ai accepté de un ce qui m'était arrivé et puis de deux qui explique pourquoi je suis encore là aujourd'hui sur cette terre. Le livre, dans le souffle de la bombe, je trouve que le terme souffle d'ailleurs, on peut le coller au terme à la bombe, mais aussi au souffle de vie qui t'anime. Il y a une équipe qui s'est formée autour de toi pour ce livre. Il y a Marc de Simon, il y a Valérie Capras, il y a Géraldine Henry, qui ont formé une équipe avec toi pour t'aider à réaliser ce livre. Comment s'est fait cette construction? Parce que ça a sans doute été le premier projet d'après-attentat, outre le fait de garder ta vie. C'était on va dire la deuxième matérialisation. C'est de ce livre. Est-ce que tu peux raconter un peu comment ça s'est passé et est-ce que ce qu'il en ressort? Donc j'ai eu donc Marc qui était venu une fois, il m'avait vu passer lors d'un des reportages des commémorations. Il faut savoir qu'à chaque année d'anniversaire des attentats, j'avais la RTBF qui venait, d'autres médias, pour m'interviewer. Et Marc m'avait vu il y a une année au reportage. Et alors il est rentré en contact via, donc avec des amis. Parce qu'il voulait me rencontrer. Et donc on s'était vu rencontrer un jour, et puis il m'a dit dans quoi il était. Il dit voilà, si Karen un jour tu as envie d'écrire ton livre, sache que je suis là. Et donc lui-même, comme il est graphiste, il a des contacts plutôt faciles avec des maisons d'édition, voire des liens amicaux avec certains. Et c'est comme ça que donc Valérie et Géraldine sont venues à bord et qui m'ont aidé, qui m'ont épaulé à écrire ce récit. Je vais te lire quelque chose que j'ai lu de lui. En 2018, je vois un reportage sur Karen à la télé. Son regard me transperce, me bouleverse. Je sens qu'il y a un besoin d'aide. Je pressens qu'elle pourrait écrire un livre, mais qu'il faut un appui, un stimulant, un détonateur. J'ai senti dans ses yeux qu'en ne faisant rien, il y avait non-assistance à personne en danger. J'ai rarement été aussi ému par un témoignage. Il perçoit chez Karen une contradiction, ce côté battante et en même temps ce désespoir qui l'habite. J'étais très touché par ce témoignage. Qu'est-ce que ça dit chez toi? Tout à fait, mais là, je crois qu'il a souligné les deux mots importants, en tout cas à l'époque, qui m'abritaient. C'était d'une part un besoin, que j'étais à la recherche d'un souffle de vie, d'une nouvelle vie.
mais que j'étais encore habitée par le désespoir. Parce qu'à l'époque, il faut savoir, la bombe, elle a littéralement tout détruit sur son passage. Hein. Je devais aussi partir ce jour-là. Et pendant longtemps, j'étais habitée par le désespoir. Et parce que j'étais dans l'incompréhension et je ne voyais pas, il n'y avait pas de nouvelles perspectives. Les médecins étaient incapables de me dire, donner des pronostics en fait. J'étais à l'hôpital, ne sachant pas quand serait la prochaine opération ou qu'on m'annonçait une nouvelle infection ou quoi. Et je pense que Marc à l'époque, il avait compris que je voulais vivre et qu'il me fallait de l'aide en fait. Oui. Et donc lui, il est venu avec cette proposition-là et ça m'a donné une autre perspective, autre que médicale, hein, et une autre perspective plutôt peut-être sur du long terme. Et il a raison parce que on est là aujourd'hui, j'ai ce livre et une belle perception pour un avenir plutôt positif. Ouais. On arrive au bout de cette interview, de cette rencontre, Karen. Tu as eu beaucoup d'interviews. Quelle est la question qu'on ne t'a pas encore posée et que tu aurais aimé qu'on te pose? La question qui m'a tellement hantée pendant longtemps, mais que je ne me pose plus aujourd'hui, c'est la question de Karen, est-ce que tu sais pourquoi ça t'était arrivé? Et pendant longtemps, je me posais cette question, dans le but évidemment de trouver la réponse. Hein. J'étais persuadée qu'à force de me poser la question, j'allais trouver la réponse. Et une fois que je trouvais la réponse, que j'allais pouvoir m'en sortir. Grosse erreur. Parce que je me suis rendu compte qu'à cette question du pourquoi ça m'est arrivé, il n'y avait pas de réponse. En tout cas, il n'y avait pas de réponse légitime, satisfactoire. Et j'avais compris qu'en fait, j'ai eu une révélation ce jour-là. Je me suis dit, mais Karen, c'est pas la question à poser. Ça t'est arrivé, point. Tu dois l'accepter. Tu dois plutôt te poser une autre question. Et c'est là que je suis arrivée à reformuler la question, et non du pourquoi ça m'est arrivé, mais de me dire, Karen, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Il t'est arrivé quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Fais-en aussi quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Tu vois? Et c'est la question aujourd'hui que je m'étais posée pendant toutes ces années à l'hôpital, que je ne me pose plus aujourd'hui, et que je sens parfois dans le regard de l'autre que la personne a envie de me poser la question. Voilà. Merci. C'est le mystère dont tu parles. Et la vie est encore mystérieuse. Peut l'être, il faut l'accepter. Alors je vais t'offrir 3 choses, si tu veux bien. Oui. D'abord, l'album qui va sortir, qui est sorti de mon ami Michel van der Linden, c'est Michel Linden, aux couleurs des gens que j'aime. Cet album, je te l'offre avec plaisir. Je vais le découvrir avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Voilà. C'est un artiste qui a rêvé de faire son album pendant au moins 20 ans. Ok. Et qui aujourd'hui, là maintenant, sort cet album. Et j'aime beaucoup le titre « Aux couleurs des gens que j'aime ». Oh super, merci beaucoup Marc. Voilà, merci. Alors il y a un livre sur les arbres. Et je ne sais pas pourquoi, en pensant à toi et en préparant cette rencontre, j'ai pensé à un arbre avec des racines extrêmement puissantes, qui a des tempêtes, mais il reste ancré. Il subit des blessures, mais il reste présent. Et ce livre parle des arbres qui nous parlent et qui nous racontent des histoires, et je te l'offre avec c'est parfait, merci beaucoup. Beaucoup de plaisir. Et puis alors, Balancez vos ondes positives, qui est le livre qu'on a écrit avec Valérie, c'est chouette, ma complice, et où tu me disais tout à l'heure que le titre était marquant. Oui. Ondes positives. Voilà. Ouais. Et donc, c'est ce que tu as balancé, toi, pendant toute cette rencontre. Je te remercie vraiment 1000 fois. C'est donc Karen Landsfield. Elle a écrit cette incroyable aventure de vie et qui lui permet aujourd'hui de rebondir sur tout ça,
pour pouvoir aller de l'avant et aller plus loin, plus fort, plus grand, autrement, comme tu dis. Et je vais retenir ce geste que tu as fait souvent. Tu as fait ce geste-là, c'est prendre une autre direction. J'aime beaucoup ça. Et tu es en général allé par là. Et donc on va t'accompagner par là. Et on te souhaite vraiment le meilleur. Lisez ce livre Dans le souffle de la bombe de Karen Northfield. C'est un souffle de vie qui ne vous quittera plus. Vous allez voir, c'est juste formidable. Merci beaucoup Karen d'être venue. Et merci de nous accompagner sur ton chemin et de nous avoir permis de t'accompagner sur ce chemin. À bientôt. Avec plaisir, merci. Au revoir.